10 millions d'euros sur les 3 ans à venir, c'est la somme que le département prévoit d'allouer au massif isérois avec son plan montagne. L'objectif, c'est de favoriser la reprise de l'activité du tourisme. 6e de la saison régulière, le FCG débutera les playoffs pour la montée en top 14 samedi après-midi à Biarritz. Ce n'était pourtant pas gagné en janvier quand Grenoble était en fin de classement. La montagne, c'est une grande partie de sa vie. Martine Roland, première femme à avoir obtenu le diplôme de guide de haute montagne en 1983, raconte son parcours dans Première de Cordée. Elle viendra nous en parler. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 20 mai 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Après les images de terrasses bondées pour la réouverture mercredi, on commence ce JT par un petit point de situation de l'épidémie de Covid-19. Pour la période du 9 au 15 mai, le taux d'incidence en Isère était de 109,6 et le taux de positivité de 4,5. 453 personnes sont actuellement hospitalisées à cause du Covid, dont 63 en réanimation ou soins critiques. Du côté des vaccinations, près de 546 000 injections ont été réalisées au 18 mai. Un peu moins de 168 000 personnes ont achevé leur cycle de vaccination. À partir de la semaine prochaine, les professionnels de santé de ville pourront injecter le vaccin Moderna. Et pour être complet, un nouveau centre de vaccination ouvrira vendredi en Isère dans les locaux de l'aéroport Grenoble-Alpes-Isère à Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Ouvert 7 jours sur 7 de 8h30 à 18h30. Il délivrera dans un premier temps 1000 doses Pfizer par jour, puis 1500 dès lundi avant de passer à 2000. Et puis le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce jeudi que la vaccination pour tous les majeurs, ce serait à partir du 31 mai. Le SMAG aussi se déconfine et prolonge les horaires de transport de la TAG. Le réseau qui enregistre une baisse de fréquentation de l'ordre de 55% par rapport à février 2020 avait levé le pied, en raison également du couvre-feu. Mais il espère repartir sur de bons rails avec de nouvelles offres depuis mercredi. Écoutez le président du syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Alors l'offre des réseaux à la fois Tougo dans le Grésivaudan sont revenus à la normale du fait de la reprise 100% des activités scolaires. Et du côté du réseau TAG pour l'agglomération de Grenoble, nous avons une reprise progressive des services du soir en fonction des horaires de couvre-feu et des activités commerciales notamment. Donc un premier palier qui arrive cette semaine, le 19 mai, qui permet donc aux personnes qui fréquenteront notamment les bars, les restaurants et un certain nombre de commerces de pouvoir rentrer chez eux jusqu'à 22h, 22h30. Et puis un deuxième palier beaucoup plus important au 9 juin où là, le couvre-feu à 23h, notamment pour profiter des restaurants et des terrasses des bars, va permettre aux personnes de rentrer chez eux jusqu'à 23h30 minuit. Et puis nous aurons ensuite à compter du 30 juin de la suppression du couvre-feu, là une reprise du service de nuit classique jusque minuit et demi, 1h15 du matin sur les lignes du soir de tramway et de bus. Et puis le collectif pour la gratuité des transports publics interpelle la métropole pour qu'elle réclame des aides à l'État pour qu'il compense les pertes de recettes liées à la crise Covid pour pouvoir envisager la gratuité des transports publics dans l'agglo le week-end comme l'a récemment fait Montpellier. Élection régionale, Najat Vallaud-Belkacem exclut de sa liste l'alternative l'isérois Nathan Abou. Le socialiste qui appartient à la section de Grenoble avait posté en 2019 sur les réseaux sociaux des messages contre la police lors des manifestations de Gilets jaunes. Arrivé depuis peu au PS, il a reconnu avoir posté ces messages inappropriés lorsqu'il était plus jeune, il y a 2 ans, donc c'est loin. Un nouveau préfet pour le département de l'Isère, Laurent Prévost, a été nommé mercredi en Conseil des ministres en remplacement de Lionel Beffre, qui était en poste depuis 2016, de retour de Polynésie. C'est également après un séjour dans le Pacifique que Laurent Prévost nous rejoindra à une date qui n'a pas encore été annoncée. Âgé de 53 ans, il occupe pour l'instant les fonctions de haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. En arrivant en Isère, Laurent Prévost découvrira donc le département et ses nombreux paysages de montagne. Une économie de montagne qui a souffert cet hiver du fait de la fermeture des remontées mécaniques et que l'exécutif départemental veut aider à retrouver des couleurs. Son plan montagne a été présenté à Bourdoisan. Lilian Veillé. 10 millions d'euros sur 3 ans, c'est l'ambition du plan montagne porté par Jean-Pierre Barbier et son équipe pour venir en aide aux acteurs de la montagne et du tourisme qui ont vécu une année extrêmement difficile. Face à l'ampleur du désastre de ces confinements successifs qui ont fait que
La montagne, cette année, a vécu une année blanche. Ça représente beaucoup d'argent, mais il en faudra, je pense, bien plus. Voté au budget 2021, ce plan vient compléter les futures annonces de la région et de l'État pour sauver le secteur. Le département propose lui plusieurs axes pour agir d'urgence, aider les entreprises, soutenir l'investissement en stations et les projets Alpizir et réduire la pollution. Le principal émetteur de CO2, c'est la voiture. Donc ce plan montagne va met l'accent sur les alternatives auto-voiture, et notamment en mettant l'accent sur les ascenseurs valéens. Des ascenseurs valéens pour acheminer des touristes, des travailleurs ou des marchandises entre les vallées et les stations, car la montagne constitue plus de 40% du territoire en Isère, mais aussi réduire la consommation énergétique des refuges, centres de vacances et le vieil immobilier des années 70, et surtout essayer de maintenir l'emploi qui a fortement chuté, notamment en Oisan où les chômeurs de catégorie C ont été multipliés par 4. Quand la saison se termine, les investissements qui ont été apportés par le plan montagne font vivre sur Bourdoisan 70 entreprises qui sont liées directement avec les investissements des stations, que ce soit sur la rénovation des hôtels, des copropriétés ou sur des remontées mécaniques. Donc il est très important qu'il y ait un plan d'investissement sur ces sociétés-là. L'objectif est donc de continuer de rendre la montagne attractive, et ce toute l'année. Tout ce que nous pourrons faire pour aider les stations à aboutir à avoir un tourisme 4 saisons. Ce seront des investissements autour du vélo, autour de tout ce qui pourra faire en sorte que la montagne vive toute l'année. Car au total, ce sont plus d'1,2 milliard d'euros qui ont été perdus en Isère entre mars 2020 et mars 2021. À l'occasion de cette conférence, il a également été annoncé que la voie de secours utilisée en 2015 au Chambon allait être transformée en voie verte. Deuxième étape de l'Alpizir Tour ce jeudi, un peu plus de 167 km entre des valses du Dauphiné à la porte de l'Isère. Victoire de Clément Jolibert, un Français. Une arrivée groupée que vous avez pu suivre sur notre antenne. Le Hollandais Marijn van den Berg reste leader. Vendredi, les coureurs relieront l'aéroport Saint-Exupéry à Pusignan, à suivre en direct sur Télé Grenoble à partir de 14h30. La Côte Saint-André, son musée du chocolat, son musée et son festival Berlioz, son lycée agricole et bientôt ses centres d'entraînement et de formation du GF38. L'annonce de ce déménagement a été officialisée par le club grenoblois et le département. Les équipements de la Poterne étant devenus trop petits et non adaptés et aucun lieu dans l'agglomération ne pouvant faire l'affaire. C'est le site de l'ancienne maison d'enfants des Tisserands, propriété du département et porte d'entrée sud de la Côte Saint-André qui a été choisi. Un projet d'une dizaine de millions d'euros. Les premiers coups de pioche pourraient être donnés dès la fin 2021, début 2022. En attendant, je vous le rappelle, le GF38 joue la montée en Ligue 1 avec un deuxième match de barrage vendredi à Toulouse. Lui aussi joue la montée en élite. Le FCG jouera son premier match de barrage samedi après-midi à Biarritz. En cas de défaite, la saison serait finie et on repartirait pour un tour en Pro D2. En cas de victoire, les playoffs se poursuivraient à Vannes avant peut-être la suite. Lucille Dailly. Ajuster encore les détails, millimétrer les placements, ils s'y sont efforcés toute l'année. Les Rouges et Bleus répètent inlassablement, mais avec ce quelque chose en plus, visible, ostensible, l'excitation des phases finales est là. Les sourires se lâchent, les esprits trépignent, car si on leur avait dit en janvier qu'ils joueraient un quart de finale à Biarritz, personne n'aurait pu l'espérer alors que le FCG moribond traînait la patte dans les bas-fonds du classement. Forcément, quand on regarde un peu le fil de la saison, on se dit on revient vraiment de très loin et donc l'envie est d'autant plus grande parce que voilà, faire ce parcours-là c'est un petit peu atypique, mais c'est pas une fin en soi. Le fait de se dire ouf c'est bon, on est qualifié, on a rattrapé la saison, on a redressé la barre, non, pas du tout, on n'a pas envie de s'arrêter là et maintenant on va aller comme les 6 équipes qui sont qualifiées en phase finale le plus loin possible. Et Biarritz, c'est loin et ça sera dur. Les Basques ont battu 2 fois Grenoble cette saison. Mais rappelons-nous, en 2018, le FCG gagnait ce même quart de finale contre cette même bête noire Biarritz au Stade des Alpes avant de gagner héroïquement et contre toute attente la demi-finale à Montauban, puis de pulvériser Oyonnax en barrage d'accession en top 14. Les joueurs qui jouent ici savent que le club l'a déjà fait, donc je vous avoue qu'on ne s'en est pas inspiré, mais en tout cas, chacun là, dans un coin de la tête, je pense, comme quoi c'est possible. Et si ce match décisif se joue à l'extérieur, il se jouera en public pour la première fois depuis mars 2020. Alors peu importe l'avantage de Biarritz, l'idée d'un public galvanise les deux équipes. Je pense que ça va nous faire drôle parce qu'on a quand même fait 30 matchs sans public.
Moi, personnellement, il y aura mes parents en tribune, donc c'est super. C'est des saisons qui marquent par la difficulté, par les soucis qu'on a eus, par les problèmes, mais finalement de s'en sortir après une saison comme celle-ci. Et si on avait la chance de monter, ça serait vraiment un bel aboutissement, je serais très heureux. Et l'avenir nous murmure qu'une telle équipe touchée de plein fouet par 2 vagues de Covid, qui peut malgré tout s'envoler vers le haut du classement avec son meilleur niveau, est décidément capable de tout. Et 150 Grenoblois feront le déplacement pour soutenir leur équipe samedi. C'est sur les sommets français et du monde entier qu'elle a construit sa carrière et vécu sa passion. Elle est la première femme en Europe à avoir obtenu le diplôme de guide de haute montagne. C'était en 1983. Elle raconte son histoire dans un livre, Première de cordée, aux éditions Glénat. Bonsoir, Martine Roland. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce livre, de vous raconter comme ça ? Eh bien déjà, j'ai derrière moi à peu près une 50aine d'années de pratique, de voyage, donc cet examen de guide, mon travail de guide. Et puis voilà, donc je pense que c'était le moment un petit peu de parler de tout ça. J'ai rencontré souvent des femmes qui me disaient « Ouh là là, mais c'est extraordinaire ce que tu as fait, tu as eu des enfants, tu as fait des expéditions, comment tu as pu faire ça ?» Donc voilà, je voulais donner un témoignage de ce que j'avais vécu depuis 50 ans. Vous, ça vous a pas paru extraordinaire de faire tout ça ? Disons que j'étais dans l'action. Je pense que de toute façon, quand on commence ce genre de choses, on veut toujours faire plus. Donc voilà, les étapes, elles se font d'elles-mêmes. On se fixe des objectifs de plus en plus forts. Et puis voilà, la vie passe comme ça en ayant des objectifs intéressant. Alors un objectif très élevé, c'était de devenir guide de haute montagne, ce qui n'était pas évident au début des années 80. Vous racontez dans ce livre vos débuts. On vous regarde un peu comme une bête curieuse au moment de passer l'examen. Oui, parce que c'est un examen qui est public. Donc il y a des gens qui sont là, qui viennent regarder. Bon, il y avait beaucoup de journalistes, mais il y avait aussi un petit peu toutes les personnes du monde de la montagne, des gens qui habitaient dans la vallée de Chamonix, des guides. Donc voilà, j'étais pas anonyme dans cet examen. Donc il fallait que j'arrive à prouver que j'avais le niveau. Non seulement que j'avais le niveau, mais après, il fallait passer ce barrage psychologique qui était « est-ce qu'une femme peut faire ce métier ?» Oui, parce que certains disent que vous ne trouverez pas de clients, personne ne vous embauchera parce que vous êtes une femme. Oui, voilà, alors que c'est absolument faux. Je pense qu'on peut amener d'autres choses dans cette profession. Et voilà, je pense qu'après, j'ai commencé à travailler et j'ai pas de problème pour avoir des clients. Oui, une personne vous a dit je vous prends pas parce que vous êtes une femme. Non, je pense pas. Je pense que les gens faisaient confiance. Alors, quand on part pour faire une course, il y a toujours un moment où il faut faire un peu la preuve qu'on est capable d'assurer. Mais ça, c'est vrai pour n'importe qui. Oui, mais ça, c'est une question de confiance qui se fait avec le client. Et puis, bon, une fois qu'il a vu à qui il a affaire, eh ben, ça se passe bien. Pendant ces 50 ans, vous rencontrez évidemment des grands de la montagne, comme Jean-Christophe Lafaye, disparu en 2006 lors de l'ascension au Makalu, au Népal. Une image qui vous reste de lui? Voilà, celle-là. C'est un voyage aux États-Unis avec les jeunes hauts alpins. Et on a vécu pendant 1 mois et demi, comme ça, dans les déserts, en allant de site d'escalade en site d'escalade. Et on a amené nos jeunes à la première compétition d'escalade des États-Unis, de Snowbird. Et on a d'ailleurs eu un de nos jeunes qui a fini 4e, François Lombard. Alors, votre bande, votre vie, c'est aussi votre famille, votre mari Jean-Jacques, vos enfants Yann et Jonathan, qui vous ont suivi partout ou presque et à qui vous avez transmis cette passion. Oui, je crois que c'était nécessaire pour nous de vivre ces aventures avec nos enfants. On a voulu vraiment leur faire partager au maximum l'escalade, les voyages. Et ça a été une manière de vivre pendant pas mal d'années. Il fallait les traîner ou ils étaient contents de venir? Non, de toute façon, ils étaient contents. Quand on partait en voyage, ils étaient contents. Après, l'escalade, pour notre fils aîné, il était vraiment à fond. Le deuxième, il a fait un petit peu la période où il voulait en faire moins, mais finalement, il est revenu après. C'est une bonne école de la vie aussi? Oui, c'est certainement une bonne école de la vie, mais après, eux, ils l'ont adapté un peu avec leur propre caractère. Et puis,
ce qu'ils avaient envie de faire après. Et est-ce qu'ils en ont fait leur métier comme vous? Alors, mon fils aîné a passé le guide, mais il est géologue aussi. Donc, c'était plus pour pouvoir avoir des études en montagne. Donc, sinon, tous les deux, ils n'en ont pas fait leur métier, non. Pour revenir à votre vie de femme guide, en 2020, il n'y avait que 33 guides de haute montagne femmes contre 1650 hommes. Il y a encore du boulot quand même. Oui, il y a du boulot, mais je pense que de toute façon, il y aura toujours un déséquilibre parce que ce n'est pas une profession qui attire forcément beaucoup de femmes. Et de toute façon, je pense que pour aller passer le guide, il faut vraiment vouloir en faire son métier après. Sinon, ce n'est pas la peine. C'est un gros investissement. Justement, votre livre, il est donc publié aux éditions Glénat dans la collection Hommes et montagne. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est temps de changer le nom de la collection? Mais c'est homme en général, hein, c'est pas... On pourrait mettre humanité. Oui, peut-être. Vous avez 72 ans aujourd'hui, est-ce que vous grimpez encore? Ah oui, je crois que tant que je pourrais, je grimperai. Vos coins préférés? Alors les coins préférés, bon, de toute façon, il y a notre jardin des Hautes-Alpes, c'est le coin depuis Saint-Vincent où on a eu un petit gîte pendant une vingtaine d'années. Et il y a beaucoup de rochers autour qui ont été équipés par mon fils et par mon mari. Et donc, on aime y passer une partie de l'été. Et voilà, c'est un peu notre jardin encore préféré. Et puis, si on aime la montagne, je signale également la sortie de ce livre qui regroupe qui célèbre les 200 ans de la Compagnie des guides de Chamonix, toujours aux éditions Glénat. Est-ce que, Martine Rolland, vous connaissez le nom de la première femme à intégrer la Compagnie des guides de Chamonix? Oui, c'est Sylviane Tavernier. Et vous, bien sûr. Absolument, je ne pouvais pas vous... Voilà. Je pense que ça a été aussi une révolution. Hein, je veux dire, bon, peut-être la première femme guide, c'en était une, mais là, pour Chamonix, c'était important. Hein. Merci beaucoup, Martine Rolland. Et on retrouve votre livre, Première de cordée, voilà, je le montre de nouveau, dans toutes les bonnes librairies. Une dernière info, si vous aimez les Peaky Bunchies ou si vous voulez découvrir ce groupe local, Télé Grenoble diffusera vendredi soir à 20h30 le concert enregistré à l'Iliade à Cessiné-Parisé, un univers musical mariant folk, soul et rock entre Grenoble, le Tennessee et le Wyoming. Là aussi, on voyage. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.